Donc on va parler pour cette première conférence du statut de la micro-entreprise, aussi appelée l'auto-entrepreneur. Donc je suis Marine Perrier, je suis consultante formatrice, j'accompagne les entrepreneurs depuis une dizaine d'années, en partenariat avec Créactif, effectivement, comme le disait Juliette, depuis un certain temps également. Alors, le plan de cette première conférence, donc sur le sujet de la micro-entreprise, nous allons parler dans un premier temps du statut, donc on va le définir ensemble. On va ensuite s'intéresser à quel type de profil d'entrepreneur ce statut peut être le mieux adapté. On va voir comment se met en œuvre ce profil, donc quelles sont les procédures d'immatriculation concrètement, à quel moment est-ce qu'il est le plus opportun de s'immatriculer. On va parler plus spécifiquement des particularités de ce régime qui est assez spécifique dans l'environnement de la création d'entreprise en France. Et on va parler ensuite donc du régime fiscal et social qui sont pour le moins particuliers. On passera ensuite à une phase de questions-réponses comme vous l'avez vécu déjà sur l'introduction. Donc la définition du statut, pour bien comprendre, on va d'abord s'intéresser à le dissocier, à faire la distinction des deux grandes familles de statuts juridiques en France. Donc on a dans un premier temps tous les statuts juridiques apparentés aux sociétés, tels que les statuts donc de SASU, SAS, SARL, EURL. On va avoir également la grande famille des entreprises individuelles, dont les entreprises individuelles classiques et le statut de la micro-entreprise, qui est donc une relative innovation, puisque c'est un statut qui a vu le jour en 2009 et qui a apporté une certaine flexibilité dans l'environnement à l'époque des entreprises, en apportant notamment plus de flexibilité, plus de simplification administrative, et qui a largement contribué depuis au développement de l'entrepreneuriat en France. En tout cas, il y a pas mal d'hypothèses qui vont dans ce sens. Voilà, donc depuis sa création en 2009, le statut de l'auto-entrepreneur a déjà évolué puisqu'on l'a renommé sous la forme donc de micro-entreprise, mais finalement ça définit exactement la même chose, hein. C'est un statut juridique donc apparenté à la famille des entreprises individuelles que l'on appelle ou bien l'auto-entrepreneur ou bien la micro-entreprise. Le vrai nom officiel, c'est la micro-entreprise. Voilà, donc juridiquement, c'est tout simplement une entreprise individuelle qui va avoir un régime social et un régime fiscal spécifique. On va en parler un petit peu tout à l'heure vers la fin de la conférence, de ces régimes sociaux et fiscaux, voir en quoi ils sont spécifiques. Globalement, pour faire simple, ce qu'a apporté, je vous l'ai déjà un petit peu précisé, ce qu'a apporté la micro-entreprise dans l'environnement de l'entrepreneuriat, c'est un fonctionnement très simple qui repose essentiellement sur le fait que le paiement de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales ne se réalise que et uniquement s'il y a encaissement de chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, pour rappel, c'est l'ensemble de vos ventes. Ces ventes, une fois qu'elles sont encaissées, elles entraînent le paiement de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Et ça a été une innovation majeure, puisque habituellement, avant la création de ce statut, l'entrepreneur qui venait de créer son entreprise individuelle devait s'acquitter au moins de cotisations sociales, même s'il n'avait pas réalisé de vente. Donc voilà, l'entrepreneuriat a connu une large flexibilisation, si je puis dire, avec la création de la micro-entreprise. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu de contexte. Également, ça a permis donc d'apporter un allègement administratif, puisqu'on a vu une comptabilité beaucoup plus simplifiée être appliquée à ce régime de micro-entreprise. Notamment, il n'est pas nécessaire de réaliser un bilan comptable. Donc la comptabilité peut être tenue directement par l'entrepreneur. On n'a pas besoin d'avoir un expert comptable quand on est micro-entreprise. Donc ça va faciliter aussi grandement. Ça va également limiter les charges de fonctionnement, évidemment. Dans le même ordre, on va avoir aussi des déclarations fiscales et sociales qui vont être allégées, notamment dû au fait qu'elles sont payées uniquement s'il y a encaissement de chiffre d'affaires. En fait, c'est toute la méthode de calcul qui a été revue à l'occasion de la création de ce statut, et ça, on va en parler un petit peu après.
Voilà, donc ce qui est important à considérer, c'est que quand on devient micro-entrepreneur, eh bien, on devient entrepreneur individuel, ce qui va avoir un impact en termes de statut social. Donc, on va devenir affilié à la sécurité sociale sous le statut de travailleur non salarié. De ce fait, on va dépendre de l'agence de sécurité sociale des indépendants qui maintenant, enfin voilà, vous l'avez certainement suivi, on a eu pas mal de modifications et de restructurations des différents fonctionnements administratifs liés à l'entrepreneuriat. On va en parler un petit peu aussi tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous êtes toujours donc les cotisations sont prélevées par l'assurance maladie traditionnelle, par les caisses d'assurance maladie traditionnelle dorénavant, mais vous êtes bien affilié au statut de travailleur non salarié. Alors la micro-entreprise, qui cela peut concerner globalement, donc pour la micro-entreprise peut plus particulièrement être adaptée pour deux profils particuliers. Donc le statut pour ces deux profils va être plus particulièrement adapté, mais bien évidemment, quand on n'est pas dans ces deux profils, on peut tout à fait créer une micro-entreprise. Ça n'exclut en rien. Alors le premier profil, donc pour qui la micro-entreprise va être tout particulièrement adaptée, ce sont les personnes qui souhaitent tester un marché tout en limitant leurs charges. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec ce statut, eh bien, procéder à des formalités d'immatriculation assez simples. On va pouvoir obtenir un numéro SIRET qui va nous permettre, eh bien, de donner vie à notre projet de manière assez très simple, avec très peu de lourdeur administrative, ce qui va nous permettre, eh bien, de pouvoir nous concentrer sur la recherche de clients, sur le développement de ce nouveau marché que l'on a à développer et qui va nous permettre de donner vie à notre projet. C'est aussi très adapté pour des personnes qui souhaitent exercer une activité en parallèle du salariat. Il y a des conditions effectivement qui permettent à des personnes sous statut salarié eh bien, de pouvoir créer une micro-entreprise pour pouvoir exercer, évidemment en respectant le cadre légal inhérent au statut de salariat, de pouvoir exercer donc une activité indépendante. Il y a énormément de cas où on va pouvoir constater des cumuls d'activités. Ça peut très bien s'adapter également dans le cas d'un cumul entrepreneuriat retraite. Enfin voilà, il y a beaucoup de cas de figure qui sont possibles. Et donc comme je l'introduisais, il est tout à fait possible d'exercer en tant que micro-entrepreneur pendant des années, et ce, quand on a un marché développé, et parce que ça correspond en tout point à la structure de notre projet. Parce que, par exemple, on va avoir très peu de charges, parce que, par exemple, on va avoir une nécessité de développement assez limitée. Donc pour ce faire et pour pouvoir définir si la micro-entreprise est la plus adaptée à votre projet ou non, il peut être intéressant de réaliser un diagnostic qu'on appelle donc l'adéquation homme-projet, qui est un outil très très typiquement sur lequel on va travailler en formation, qui va permettre eh bien de travailler sur votre projet concrètement et puis de petit à petit de pouvoir identifier quel statut juridique est le plus approprié pour encadrer votre projet dans un premier temps et par la suite. Enfin voilà, puisque tout ça c'est aussi quelque chose qui peut se construire au fur et à mesure. Alors, quand est-il intéressant de s'immatriculer et de se lancer? Avant de répondre de manière rapide à cette question, on va d'abord parler des différentes fausses bonnes raisons qu'on peut constater en formation sur ce choix donc de s'immatriculer. Par exemple, on peut on peut avoir peur eh bien que le moment ne soit pas opportun pour créer son entreprise maintenant. La conjoncture actuelle peut être perçue comme peu favorable. Alors ça, il peut y avoir un lien effectivement avec le statut juridique, mais d'une manière générale, on est assez partisan chez Créactive du fait que on peut tout à fait construire un projet qui soit performant dans une période de crise parce que ce projet va être adapté, et un projet au contraire pourrait tout à fait péricliter et échouer alors que la conjoncture est perçue comme favorable. Finalement, c'est la manière dont on va s'adapter à la conjoncture qui va être intéressante et qui va permettre de construire un projet qui sera cohérent et qui sera efficace.
le plus efficace possible. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille en formation, notamment en analysant le marché et en construisant le projet au fur et à mesure, puisque comme vous l'avez entendu dans l'introduction, on est vraiment partisan de la mise en pratique. Donc, le centre de la formation, c'est vraiment les projets des participants, la vision de l'entrepreneur et comment on va pouvoir articuler tous les paramètres de manière à ce que ce soit le plus performant possible. Voilà. Donc la conjoncture peut être perçue comme peu favorable, c'est vrai. Parfois pas forcément. Ça peut vraiment être une question de point de vue. Quoi qu'il en soit, avec le statut de micro-entreprise, comme pour faire simple, on a une très grande légèreté administrative et qu'on ne paye des cotisations sociales et de l'impôt que quand le chiffre d'affaires est encaissé, alors même si le projet avait des difficultés, eh bien globalement l'engagement peut rester très limité. Voilà. Alors l'absence de super pouvoir, on l'a rédigé comme ça puisque c'est un petit peu sur un ton humoristique, mais c'est vrai que ça vient chercher parfois chez beaucoup de personnes le fait de devenir entrepreneur, des projections, des idées reçues qu'on peut avoir sur le fait que les entrepreneurs sont des super-héros, ont des super-pouvoirs. Or, on constate que c'est plutôt une question de méthode qui structure l'ensemble de nos formations, justement, qui permet de faire en sorte, voilà, d'émerger en tant qu'entrepreneur. Le manque de charisme, l'absence d'idées de départ, de concept, l'absence de vision, la peur de la faillite ou de la perte de ses avoirs, du coup, toutes ces questions sont abordées au cours de la formation et on se rend compte que finalement, le plus important, c'est de construire un projet qui vous ressemble, un projet qui va vous permettre, de capitaliser sur vos forces et de limiter évidemment le risque financier, puisque la faillite et la peur de la perte de ses avoirs, même si on a pas mal de protections justement inhérentes au choix du statut juridique, on va évidemment envisager de construire des projets qui soient le plus sécurisants possible. Voilà, pour les personnes qui sont allocataires donc Pôle emploi, il peut y avoir aussi des craintes quant à la perte des droits au chômage. Alors aujourd'hui en France, on a un dispositif assez intéressant, très encourageant d'ailleurs pour l'entrepreneuriat, qui vise à pérenniser les droits au chômage dans la création d'entreprises. Donc tout ça, ce sont des variables qui sont évidemment prises en compte quand on choisit le bon statut juridique, voilà, pour optimiser évidemment la prise de risque pour l'entrepreneur. L'idée est pas du tout de se mettre en porte-à-faux d'un point de vue personnel. Donc pour ça, on a de la chance en France. Il y a des dispositifs qui permettent de limiter pas mal la prise de risque, à la fois sur la construction du projet et à la fois sur la pérennisation d'un revenu plancher pour l'entrepreneur. Voilà, donc la question du financement du projet, ça vient chercher également la construction de ce dit projet. La lourdeur administrative, on en a déjà un petit peu parlé, elle a été largement allégée, en tout cas quand on se lance sur un projet de micro-entreprise. L'administration, ça va être voilà une manière de pouvoir se familiariser petit à petit de manière assez simple avec l'administration de l'entrepreneuriat. La réglementation, une charge de travail très importante, la disqualification professionnelle, tout ça, ça fait partie des sujets qui sont largement abordés en formation et qui permettent de justement créer pour les bonnes raisons ou ne pas créer pour les bonnes raisons aussi, puisque c'est pas du tout l'objectif d'arriver à la création absolument. L'objectif des formations est vraiment de construire un projet qui soit le plus réaliste, conforme, opérationnel possible. Mais on n'a absolument aucun intérêt à vous y pousser. Alors une fois tout ça évoqué, donc quand est le meilleur moment pour s'immatriculer, alors sauf cas spécifiques, puisqu'il y a toujours des cas spécifiques, pour moi le meilleur moment pour s'immatriculer, c'est le moment où on a un premier client qui attend qu'on le facture. Avant ça, quel serait l'intérêt de s'immatriculer? Bon, parfois, tout dépend encore une fois de la teneur des projets. On a besoin de s'immatriculer avant pour pouvoir aller chercher son marché. Mais voilà, souvent, ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur
la création du projet, la recherche d'une offre adaptée à un client potentiel, de voir comment ce client est susceptible d'acheter, et puis une fois que tout ça est mis en œuvre, eh bien de voir quel véhicule juridique on choisit pour pouvoir le facturer. Donc ça peut être une manière de changer un petit peu l'ordre habituel que l'on peut avoir dans la construction du projet. On a tendance, souvent c'est ce que l'on constate en tout cas, à se poser la question du choix du statut juridique avant de se poser la question de quoi vendre à qui, et c'est pourtant ça qui est le facteur clé de succès. Voilà, et on a aussi des latitudes, hein. L'administration nous laisse donc une latitude, donc au plus tôt, 30 jours avant le début d'activité, on peut même immatriculer notre micro-entreprise, donc jusqu'à 15 jours après le début effectif de l'activité. Ça peut, là aussi, pour certains projets, eh bien, poser des questions en termes d'assurance si on intervient, etc. Donc évidemment, l'idée est de pas prendre de risques et de faire en sorte que l'immatriculation arrive pour vous au meilleur moment possible. Alors, comment va-t-on faire tout ça? Donc, l'immatriculation, tout d'abord, on va s'assurer que notre activité, nous sommes en mesure de pouvoir l'exercer. En effet, il y a certaines activités qui sont réglementées. Par exemple, eh bien, pour créer une entreprise de maçonnerie, il va falloir disposer d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle justifiant que nous sommes en capacité d'exercer cette activité et que nous allons pouvoir garantir la qualité des travaux, par exemple. Donc voilà, vous renseignez d'abord sur la réglementation de l'activité. Ensuite, vous allez pouvoir vous orienter auprès du CFE, le compétent pour votre secteur d'activité. Donc le CFE, c'est le Centre de formalité des entreprises, c'est le guichet central détaché auprès des chambres de métiers et de l'artisanat, ou bien des chambres de commerce et de l'industrie, ou bien de l'URSSAF pour les activités libérales, qui est chargé donc d'accompagner les entrepreneurs du point de vue de la création et des modifications du statut qui pourraient intervenir en cours de vie. Voilà, en sachant donc que pour la micro-entreprise, tout peut se faire en ligne. Vous avez le site internet auto-entrepreneur.ursaf sur lequel vous retrouvez énormément d'informations concernant le fonctionnement du statut également. À savoir donc qu'à partir janvier 2023, on a une petite modification en préparation à ce niveau-là. Toutes les étapes seront centralisées sur un seul et même site qui est donc formalité.entreprise.gouv. Alors, on va rentrer un petit peu plus spécifiquement dans les particularités de la micro-entreprise. Donc, ce qui est très spécifique, on en a un tout petit peu parlé en introduction, c'est que les cotisations sociales du micro-entrepreneur sont calculées directement sur le chiffre d'affaires qui va être réalisé et encaissé. Donc, vos ventes, une fois qu'elles sont encaissées et sur votre compte, vous avez une partie qui va servir à payer vos cotisations sociales qui vous permettent, eh bien, de contribuer à votre régime de protection sociale, donc la maladie, la maternité, la retraite de base. On va avoir également l'impôt sur le revenu qui c'est une option, c'est pas obligatoire et pour tous les entrepreneurs le même régime, mais l'impôt sur le revenu peut être calculé lui aussi en pourcentage de votre chiffre d'affaires encaissé. Ce qui va être spécifique, c'est que les pourcentages appliqués pour les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu sont différents en fonction du domaine d'activité. Donc si on a une activité commerciale, artisanale ou libérale, on va avoir des pourcentages différents, et ça on en parle tout de suite après. Ce qui est très spécifique aussi pour le régime de la micro-entreprise, c'est que les charges de fonctionnement ne sont pas déductibles. Normalement, dans les autres statuts juridiques de société, on va avoir le chiffre d'affaires, donc l'ensemble des ventes réalisées, et eh bien les charges de fonctionnement, donc les loyers, les assurances, voilà, tout ce que vous devez payer en tant qu'entrepreneur pour faire fonctionner votre activité. Ces charges, donc, elles vont être déductibles. Et le résultat s'appelle donc le bénéfice si on est en plus, ou la perte si on a réalisé un déficit, si on est dans une activité qui ne présente pas une rentabilité. Et là-dessus est calculé l'impôt. Or, en micro-entreprise, j'essaye de faire le plus simple possible pour et de vous apporter un petit peu d'éléments de contexte quand même pour apprécier la particularité de ce régime de la micro.
Donc les charges de fonctionnement ne sont pas déductibles. Donc on en revient aux différents profils auxquels ce régime est le plus approprié. En général, ça va vraiment permettre à des entreprises qui ont très peu de charges de fonctionnement eh bien d'être plus souples et d'être plus simple à administrer quotidiennement. Mais pour des projets qui ont énormément de charges de fonctionnement, là, des calculs un petit peu plus poussés vont être nécessaires à réaliser pour valider que ce régime est bien le plus approprié. Dès qu'on a des loyers, dès qu'on a des achats de matières, de la transformation, etc., là, peut-être que un calcul plus poussé peut être intéressant pour voir si ce régime peut encadrer le projet sur la durée. Voilà, ce qui est intéressant de considérer également, c'est que le micro-entrepreneur a les mêmes droits que les autres travailleurs indépendants, donc en termes de maladie, prestations, retraite également. En revanche, et ça c'est le cas pour tous les statuts juridiques, les entrepreneurs ne cotisent pas à l'assurance chômage. Voilà, ce qui est intéressant également avec ce régime de la micro-entreprise, et ça vient renforcer cette idée de simplification administrative, c'est que dans la limite d'un chiffre d'affaires, donc de vente encaissée inférieur à 10 000 € par an, vous pouvez gérer l'argent directement depuis un compte bancaire personnel. Il n'est même pas obligatoire d'ouvrir un compte bancaire personnel dédié. Donc ça va ça aussi contribuer à limiter les charges de fonctionnement. Voilà, donc en matière de régime social et fiscal spécifique, là on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc le régime social, un petit rappel, on parle bien, quand on mentionne le régime social, on parle bien de la protection sociale du chef d'entreprise, donc maladie, maternité, retraite, etc. Régime fiscal, on parle bien du paiement de l'impôt, et dans le cas de la micro-entreprise, c'est l'impôt sur le revenu uniquement. Donc les cotisations sociales, quand on est micro-entrepreneur, elles vont être calculées en pourcentage du chiffre d'affaires encaissé, on l'a vu tout à l'heure, et donc les taux vont différer en fonction de la nature de notre activité. Donc pour les activités de vente, de fabrication, de restauration, d'hôtellerie par exemple, donc dès qu'on a de l'achat et de la revente de marchandises avec transformation en partie également, on va avoir 12,8% du chiffre d'affaires encaissé qui va nous permettre de nous acquitter de nos de nous acquitter de nos cotisations sociales. Quand on est dans une activité de prestation de services, là ce sera 22% du chiffre d'affaires encaissé qui sera pardon, excusez-moi, je vous ai pas passé les diapos. On est là. Donc 12,8% pour les activités de vente, fabrication, 22% pour le chiffre d'affaires, pour les prestations de services. Ces cotisations sociales, elles vont être à régler mensuellement ou trimestriellement. Voilà, en sachant que là aussi c'est un coup de pouce depuis plusieurs années donné aux entrepreneurs qui se lancent. Pour les micro-entrepreneurs qui sont bénéficiaire de l'ACRE, donc pour être bénéficiaire de l'ACRE, il faut rentrer dans certaines catégories, notamment être demandeur d'emploi indemnisé ou allocataire des minima sociaux. Alors les taux de cotisation sociale sont réduits la première année, et ça va s'appliquer automatiquement en fonction de votre statut. Ce qui est très spécifique au régime de la micro-entreprise, c'est également que eh bien on est en franchise de TVA quand on est micro-entrepreneur. Donc la franchise de TVA, ça veut dire tout simplement que l'on ne va pas fonctionner comme les autres entreprises qui sont censées collecter la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée, pour la reverser à l'État. Le micro-entrepreneur, lui, du coup, va facturer net de taxes et ne va pas pouvoir récupérer la TVA sur les dépenses qu'il aura engendré pour le fonctionnement de son activité. Donc ça permet là aussi une grande simplicité administrative, puisqu'on n'a plus ces fameuses déclarations de TVA mensuelles, trimestrielles ou par acompte à réaliser, comme le font d'autres entrepreneurs. En revanche, le point un petit peu plus pénalisant pour les activités d'achat-revente, c'est qu'on va payer les marchandises TTC et non pas hors taxe comme les autres professionnels, pour faire simple.
Voilà, donc en 2022, on a des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour pouvoir rester dans le régime de la micro-entreprise, à savoir 176 200 euros pour les activités de vente, fabrication, restauration, hôtellerie, et 72 600 euros pour les prestations de services. Ces paliers sont revus très régulièrement et donc une revalorisation est encore prévue pour 2023. En matière d'impôt sur le revenu, donc on va avoir deux options, ou bien le paiement en pourcentage sur le chiffre d'affaires, ou bien un abattement forfaitaire qui va s'appliquer et qui va nous permettre donc de déclarer le revenu engendré par cette activité dans notre déclaration de revenus commune à notre foyer fiscal. Voilà, donc très simplement, si on crée un statut de micro-entreprise et que pendant 24 mois consécutifs ou 8 trimestres consécutifs, il ne fait pas de chiffre d'affaires, ce statut de micro-entrepreneur, on n'a pas déclaré de chiffre d'affaires, pas de vente réalisée, alors d'office il sera radié. Voilà, ce qui en principe n'aura que peu d'incidence. Voilà, on a terminé avec cette présentation. J'espère que ça vous apporte des éléments clés pour réfléchir au fait que ce statut soit adapté, approprié pour votre projet, ou peut-être que vous choisissiez de vous orienter sur un autre projet, un autre statut juridique, pardon. Alors, je suis en train de changer de page. Je vais vous proposer un petit quiz. Un petit quiz, merci Juliette. On va vous faire travailler un petit peu aussi. Alors, c'est un petit quiz donc qui va se réaliser en ligne directement depuis votre smartphone. Donc là, je le lance. Voilà, c'est bon. Peut-être que certains connaissent, puisque c'est un outil qui est de plus en plus utilisé. Alors, vous avez un QR code. Vous pouvez scanner le QR code depuis votre téléphone. On va vous demander un pseudo. Vous rentrez juste votre prénom. Et sinon, si vous ne pouvez pas lire le QR code, vous pouvez taper kahoot.it. On va vous mettre le lien www.kahoot.it dans le chat et vous pourrez rentrer le code PIN pour vous connecter. Donc, soit le QR code, soit le chat, soit le lien dans le chat. Voilà, on attend que vous vous connectiez. Hop, on vous laisse encore 1 minute pour vous connecter et scanner le QR code pour répondre au petit quiz. Ou sinon, vous tapez www.kahoot.it. Geoffrey vous a mis le lien, vous n'avez plus qu'à copier-coller et à rentrer le code PIN. Bah, je pense que Marine, tu peux... On y va? Tu peux lancer et puis les prochains, ceux qui n'ont pas réussi à se connecter, vous pourrez vous connecter au prochain. Ah, alors il y a d'autres personnes, ça arrive d'un coup. Oui, ça arrive beaucoup. Ah, ça a l'air de se calmer un petit peu. Super.
A priori, il y aura des caouts Il y tout au aura long de des, la il y journée. aura des caouts tout le long de la journée, donc tu peux démarrer, Marie. Alors, première question. Pas besoin de télécharger l'application, il suffisait juste de flasher le On QR a code. une, on Voilà. a une question quiz. Donc, on peut se renseigner sur la nature de son activité auprès de un CFE, de Pôle emploi, de BPI France Création. Auprès de quel organisme peut-on se renseigner sur la nature de l'activité? Il reste 6 secondes. Donc, on peut bien se renseigner sur la nature de son activité auprès d'un CFE, qui est le centre de formalité des entreprises. Il y avait un petit piège là. Donc, bravo à tous ceux qui sont passés outre le piège. C'est pas la cotisation foncière des entreprises, ça c'est autre chose. Bravo aux 73 personnes qui ont répondu. On continue. Deuxième question. Les cotisations sociales du micro-entrepreneur sont calculées directement sur le chiffre d'affaires réalisé ou directement sur le profit? Sur quoi sont calculées les cotisations sociales du micro-entrepreneur? Encore 7 secondes. C'est le chiffre d'affaires réalisé. Bravo à tous. Effectivement, on va calculer les cotisations sociales directement en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé et encaissé. C'est le grand intérêt de ce statut, finalement. Sur votre compte en banque, vous avez l'argent disponible, encaissé de votre client, qui vous permet de payer vos cotisations sociales. Troisième question. Le micro-entrepreneur est en franchise de TVA pour toujours ou jusqu'à certains seuils de chiffre d'affaires. Qu'en est-il de la TVA pour le micro-entrepreneur? Est-ce que c'est pour toujours ou est-ce que c'est jusqu'à certains seuils de chiffre d'affaires? C'est effectivement jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires. On n'est pas rentré à ce niveau de détail-là. Il y a pas mal de spécificités qu'on n'a malheureusement pas le temps de vous présenter sur ces petites conférences. Mais effectivement, donc la micro-entreprise, on est micro-entrepreneur que jusqu'à un certain palier de chiffre d'affaires. Et à l'intérieur de ce palier s'applique un autre palier afférent à la franchise de TVA. Donc bravo à tous ceux qui ont bien répondu. De toute façon, si vous dépassez les paliers de la micro-entreprise, par définition, vous devenez assujetti à la TVA. Parfait. Dernière question. En micro-entreprise, les charges de fonctionnement sont déductibles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En micro-entreprise, les charges de fonctionnement sont déductibles. Est-ce vrai ou faux? Ça, c'est super pour les personnes qui n'ont pas pu rejoindre le chat. Elles participent aussi dans la discussion. C'est faux, effectivement. Bravo. On va avoir notre petit podium avec la première place. Alors, les places, elles sont calculées par rapport aux bonnes réponses et par rapport au temps que vous avez mis à répondre aussi. Donc, à mon avis, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais bravo aux 3 personnes qui sont en haut du podium, qui vont se reconnaître. Donc, vous inquiétez pas, il y aura d'autres petits caouts tout le long de la journée où on vous fera des petits quiz pour vérifier que vous avez bien suivi les conférences et que vous avez bien tout compris. Alors, maintenant, Marine, tu peux repartager ta présentation. En Oui. attendant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui nous avaient rejoints, donc je vais juste faire un petit rappel. Oui, il y aura bien des replays de cette petite journée et vous recevrez les supports de présentation PowerPoint. Donc, par exemple, les supports, la présentation que Marine a faite sur la micro-entreprise. On a juste besoin de vous identifier nom plus prénom, donc de vous renommer. Il suffit de cliquer sur votre nom, les 3 petits points et de faire clic droit et mettre renommer. Donc, on a vraiment besoin de vous identifier pour vous faire l'émargement et vous envoyer par mail les présentations. Ça sera dès demain. Donc, n'hésitez pas à bien vous renommer nom pour prénom. Si on n'arrive pas à vous identifier, on vous enverra un message
via le chat. Voilà pour les petites questions, pour ceux qui n'étaient pas là au début et qui ont posé la question. Alors maintenant, il y a des questions, Marine, sur la micro. On va les reprendre. Il y en a eu certaines pendant ta présentation. Est-ce que peut-on être micro-entrepreneur dans différents corps de métier? Alors effectivement, j'ai vu passer une question de ce type aussi. On a certaines activités qui vont cumuler de la prestation de service et des activités d'achat-vente. Dans ce cas-là, on va avoir finalement les deux taux de cotisation sociale qui vont s'appliquer à la fois sur la partie du chiffre d'affaires qui va être réalisé sur la prestation de service et donc 12,8% sur le chiffre d'affaires réalisé sur les activités d'achat-vente ou de restauration, par exemple. Est-ce qu'une personne peut avoir deux micro-entreprises en son nom dans différents domaines? Alors, c'est tout l'intérêt de bien réfléchir à son projet en amont. Quand vous allez immatriculer votre micro-entreprise, vous allez pouvoir déclarer l'activité que vous allez réaliser. Cette activité, elle peut finalement vous permettre. Enfin, l'intérêt va être de bien rédiger votre objet social, l'activité que vous allez réaliser, de manière à ce que cet objet vous permette de réaliser plusieurs types d'activités. On ne peut pas avoir plusieurs micro-entreprises en son nom, puisque la micro-entreprise, elle est collée, si je puis dire, à ma carte d'identité. Une fois que j'ai créé ma micro-entreprise, j'ai un numéro SIRET qui m'est attribué. Si jamais je me fais radier parce que j'ai pas eu d'activité et que je veux 15 ans plus tard recréer ma micro-entreprise, j'aurai toujours le même numéro SIRET. C'est un petit peu comme un deuxième numéro de sécurité sociale. On peut pas en avoir deux. Ok, très bien. En étant salarié et en ouvrant une micro-entreprise, cumul d'activités, quel statut prime au niveau de la sécurité sociale? Pardon, quand on cumule salariat et entrepreneuriat au niveau du statut social, lequel prime? Alors là, c'est un petit peu le cas où effectivement, on va avoir à payer les cotisations sociales à la fois pour l'activité de micro-entreprise et à la fois pour notre activité de salariat. Il y a un calcul de répartition. Il faut définir quelle est l'activité principale pour définir eh bien le statut social qui va primer. Quelle est la différence entre une entreprise individuelle et la micro-entreprise? En fait, la micro-entreprise, elle fait partie des entreprises individuelles. C'est le statut le plus simple de l'entreprise individuelle, mais on est bien dans la même famille d'entrepreneurs individuels. La particularité, c'est là aussi où on se questionne un petit peu sur le fait d'utiliser limité en termes de chiffre d'affaires, puisqu'en fait, on n'est pas limité quand on est micro-entrepreneur. Si on dépasse les chiffres d'affaires, on change notre statut et on devient un entrepreneur individuel en régime simplifié ou au réel. Donc, comme tous les autres entrepreneurs individuels. Comment on peut protéger le nom de son entreprise quand on est auto-entrepreneur? Alors, quand vous créez votre micro-entreprise, vous allez avoir une petite case dans le formulaire qui vous permet, si vous le souhaitez, de déclarer un nom commercial. Donc ça peut être une manière de bloquer, si je puis dire, la marque, le nom commercial de l'entreprise, puisque la règle qui prévaut en matière de protection de marque, c'est l'antériorité. Donc si vous êtes le premier à utiliser commercialement ce nom-là, alors vous pourrez faire valoir votre droit sur l'utilisation de cette marque. Et sinon, vous pouvez faire une déclaration INPI. Donc INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Vous pouvez vous rendre sur le site. Il y a pas mal de questions à se poser avant de savoir si vous avez déjà le droit d'utiliser un nom commercial. Mais ensuite, pour le protéger, il y a plusieurs possibilités. Peut-on commencer en micro-entreprise et basculer en statut société, SAS, SARL, si le marché est porteur et sans tout recréer? Oui, tout à fait. Alors, la particularité, c'est que comme on est dans deux familles complètement différentes, entreprise individuelle et société, quand on crée une société, on va rédiger des statuts. Ça aussi, ça ajoute un petit peu plus de formalisme. On fait pas ça quand on est entrepreneur individuel. Il n'y a pas de statut juridique qui ressemble à un contrat, hein, pour faire simple. Donc globalement, il faut changer de famille. Donc on va fermer la micro-entreprise et créer une société en rédigeant des statuts qui vont bien, etc. Ce que l'on peut faire pour ne pas repartir de zéro, si l'activité est bien développée, qu'il y a des choses à valoriser financièrement, alors il faut faire intervenir
un expert qui va évaluer les actifs de la micro et les intégrer au capital de la société. Donc c'est possible, c'est juste une petite manipulation à faire, mais s'il y a un potentiel marché, à ce moment-là, normalement, il y a le budget pour faire les démarches. Que se passe-t-il lorsque le seuil de chiffre d'affaires est dépassé? Le changement de statut s'impose. Alors c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Quand on dépasse les seuils de chiffre d'affaires, alors déjà on a pas mal de latitude, c'est-à-dire qu'il y a des seuils au-delà des seuils qui doivent être dépassés pour que le changement de statut soit effectif, et il faut les dépasser plusieurs fois d'affilée. Donc voilà, il y a une certaine latitude, c'est-à-dire que si vous dépassez à 1 € près une année, ça va pas vous faire changer de statut. Il faut que ce soit répétitif et il faut bien dépasser. Mais donc de base, vous allez juste changer de régime social et fiscal. Donc vos cotisations sociales ne se payeront plus en en pourcentage du chiffre d'affaires ni l'impôt sur le revenu. Donc vous allez devenir un entrepreneur individuel imposé au régime simplifié ou réel. Donc comme toutes les autres entreprises individuelles hors micro. Ou alors peut-être que là effectivement, si le potentiel marché peut le justifier, pourquoi pas faire la passation en société comme on l'abordait juste à la question précédente. Peut-on avoir plusieurs micro-entreprises, notamment par exemple dans le cas où l'on serait à dominante vente et l'autre à prestation de service? Bon, on a déjà répondu à cette Oui, question. pas Voilà, possible. pas Un possible. numéro par personne. C'est ça. Pour ce qui est de l'option de déclaration d'insaisissabilité lors de la création sur Internet, est-il conseillé d'opter pour cette option? Alors oui, effectivement. Alors il y a une innovation. Il y a des innovations très régulièrement en matière de protection de l'entrepreneuriat depuis une dizaine d'années. Tous les ans, on a des évolutions. Notamment cette année, donc il y a eu une protection supplémentaire qui a été mise en œuvre pour tous les entrepreneurs individuels pour pour protéger le patrimoine de l'entrepreneur. Mais il y a effectivement toujours cette option d'insaisissabilité que vous pouvez réaliser, qui permet de garantir l'insaisissabilité, donc le fait que en cas de faillite avec dette, auquel cas vos créanciers, les personnes à qui vous devez de l'argent, normalement pourraient venir réclamer sur vos fonds propres, sur votre patrimoine personnel, le remboursement de vos dettes. C'est ça le cas extrême, catastrophique, où l'entrepreneur se voit dépossédé de ses biens. C'est parce qu'il a fermé son entreprise avec des dettes. Eh bien, avec cette déclaration d'insaisissabilité, globalement, il va pouvoir garder sa maison, garder sa propriété, sa résidence principale. Donc ça, c'est une protection basique qui normalement n'est jamais utilisée si on a une gestion, si je puis dire, en bon père de famille qui est dans le droit français et pour laquelle nous justement on angle nos formations. Enfin, voilà, on construit le projet en amont. Vous avez à la fin de la formation énormément de bonnes pratiques dans votre boîte à outils pour pouvoir prendre vos décisions quotidiennement au jour le jour et vous prémunir d'un risque. Après, on n'est jamais à l'abri, hein, évidemment. Mais voilà, si l'activité est très simple, quand je dis simple, c'est très peu de charges de fonctionnement et très peu d'investissement financier, alors le risque qu'on vienne saisir sur votre patrimoine est aussi très limité. Quelles sont les assurances obligatoires pour une micro-entreprise? Alors, les assurances obligatoires pour tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, c'est la responsabilité civile professionnelle, un petit peu comme l'assurance responsabilité civile qui vous garantit en cas de dommage à un tiers. Voilà, donc là, ça vous couvre également dans l'exercice de votre activité professionnelle. Si vous cassez quelque chose lors de l'intervention chez un client, vous allez être couvert pour ça. Peut-on embaucher une personne pour se soulager en cas de débordement? Alors là, typiquement, embaucher, c'est un mot qui, pour moi, est à questionner. Il y a plusieurs manières de travailler avec quelqu'un. Est-ce qu'on fait de la prestation de service si cette personne est indépendante? Est-ce qu'on l'embauche sous contrat de travail? Auquel cas, dès qu'on a des embauches de manière assez binaire, on va aller sur un autre statut juridique que celui de la micro-entreprise puisqu'on ne peut pas déduire les charges.
Ça veut dire que vous payeriez des cotisations sociales et de l'impôt sur ce que vous payez à cette personne au titre de son salaire et des charges sociales. Donc voilà, comme ça représente souvent des budgets importants dans le fonctionnement d'une entreprise, on optera pour un autre statut s'il y a embauche. La sous-traitance est toujours possible. Ok. Au niveau du régime d'imposition, entre le micro-BIC et le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, est-il obligatoire de faire un prévisionnel pour faire le choix ou il y a un autre moyen? Alors le prévisionnel, quel que soit le statut juridique, pour moi c'est un incontournable qui va nous permettre de nous questionner sur effectivement nos charges de fonctionnement, qui va nous permettre également de questionner notre seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité, c'est globalement combien je dois vendre de mon produit à ce prix pour pouvoir me dégager une rémunération et payer l'ensemble de mes charges. Donc une fois que j'ai fait ce prévisionnel, effectivement, j'ai en plus plus de matière pour pouvoir prendre mes décisions en matière fiscale, opter pour le micro-BIC ou opter pour le BIC, effectivement. Mais donc, pardon, quand on parle de BIC, donc c'est le bénéfice industriel et commercial, c'est quand on déclare les revenus de l'activité micro-entreprise dans l'impôt sur le revenu. Donc avec notre foyer fiscal, nos enfants, notre conjoint, etc. Donc c'est une catégorie à part dans la déclaration de revenus. Et le micro-BIC, c'est le fait de payer un pourcentage du chiffre d'affaires pour nous acquitter de cet impôt sur le revenu. De toute façon, pour pouvoir opter pour le micro-BIC, il faut aussi correspondre à certains critères, notamment de niveau de revenu. Si on dépasse un certain niveau de revenu, au niveau du foyer fiscal, on ne pourra pas opter pour le paiement de l'impôt en pourcentage. J'essaye de faire simple, mais dès qu'on rentre dans les détails, c'est tout de suite assez... on a le droit général français, et puis il y a toutes les petites spécificités. Peut-on être radié après 24 mois sans vente, on peut être radié, pardon, après 24 mois sans vente réalisée, mais peut-on se faire radier pour un chiffre d'affaires trop faible? Non. Ok, la réponse est claire. Voilà, cette fois-ci. Si on a déjà un siret d'artiste, peut-on créer une micro-entreprise pour de la prestation? Alors là, effectivement, le cas de... là, ça rentre vraiment dans... J'ai peur qu'on dépasse le timing, Juliette, je sais pas ce Ouais, qu'il en est. on va faire les dernières questions là. Ouais, mais alors c'est justement pour des cas spécifiques de ce type-là que les formateurs interviennent. Enfin, c'est tout l'intérêt, à mon avis, de travailler sur votre projet au cours de la formation. Je veux pas en remettre trop, mais justement, quand on a des cas particuliers de cumul salariat, droit d'auteur ou activité artistique plus activité commerciale, il y a énormément de personnes qui sont dans ces cas-là. Le fait de pouvoir écrire noir sur blanc tous les paramètres de notre projet va permettre vraiment d'être conseillé au plus juste concernant le choix du statut. Alors, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de questions aussi sur l'ACRE. Donc, ces questions-là, on en parlera. L'ACRE, ça sera beaucoup plus développé dans la conférence Les dettes sociales et fiscales pour créer. Donc, on en reparlera à ce moment-là. On va faire une dernière question. Je suis désolée, il y a énormément de questions, mais on va dépasser le timing. Alors, on va faire une dernière J'ai question. juste vu une micro-question. Le versement libératoire, c'est le micro-BIC dont on parlait. C'est la même chose. Peut-on être associé dans une micro-entreprise? Non. Et voilà. Et peut-on prendre un stagiaire, un palliatif à l'embauche quand on est auto-entrepreneur? Un quoi, pardon? Est-ce qu'on peut embaucher des stagiaires? Embaucher des stagiaires, alors oui, juridiquement, on a le droit d'embaucher. C'est juste que stratégiquement, quand il y a beaucoup de charges inhérentes à l'embauche, alors fiscalement, on va pas s'y retrouver. Eh bien, un stagiaire au lieu d'embaucher. Oui, 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 on avait bien compris. oui, oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, je suis désolée pour les personnes à qui on n'a pas pu répondre à leurs questions, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. Je vous invite, si vous reste des questions, à prendre rendez-vous avec nos conseillers. Morgane va mettre le lien dans le chat avec nos conseillers formation. De plus, donc cette conférence est en fait une introduction à notre formation qui s'appelle Créer sa micro-entreprise, devenir auto-entrepreneur. C'est pour vous donner un avant-goût de ce que vous pouvez trouver en formation.
Donc, par exemple, Marine anime une partie de cette formation-là. En fait, sachez que chez Créactif, dans une formation, vous avez, par exemple, 5 jours de formation, vous retrouvez plusieurs formateurs en fonction de leur expertise. Donc, vous allez avoir 3 formateurs. Un formateur dédié à la communication, un formateur dédié au juridique, un formateur dédié, par exemple, à tout ce qui est comptabilité, etc. Donc, vous pouvez retrouver Marine si la conférence vous a plu, notamment dans la formation Créer sa micro-entreprise, devenir auto-entrepreneur, mais aussi dans la formation 5 jours pour créer son entreprise, un parcours plus long qui est créer son entreprise de A à Z. Euh, donc voilà, on va vous mettre dans le chat, voilà, on vient de vous mettre dans le chat le lien du programme de la formation créer sa micro-entreprise si vous souhaitez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Merci beaucoup Marine pour ta conférence et Merci à tous. merci beaucoup. Bonne continuation.